en quoi vous, au Parti vert, vous pouvez faire contrepoids à Donald Trump, concrètement, le président du pays le plus puissant du monde? Il n'y a pas une personne au Canada tout seul qui peut faire contrepoids à Donald Trump. Vous l'avez bien dit, c'est le président de la nation la plus puissante au monde. Et présentement, on fait face sur la scène mondiale à trois puissances superpuissances révisionnistes. La Russie, la Chine, les États-Unis. Trois puissances qui présentement sont en train de confronter l'ordre pour lequel des milliers, des dizaines de milliers de Canadiens sont morts pendant la première et la deuxième guerre mondiale. Jonathan Pedneau, bonjour, bienvenue au Devoir. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Très heureux d'être ici. Oui, alors vous êtes co-chef du Parti vert. C'est bien ça. Vous avez travaillé dans le domaine de l'humanitaire, vous avez été documentariste, vous avez fait le tour du monde, travaillé pour Amnesty International, Human Rights Watch, vous avez fait l'Afrique, l'Ukraine, l'Europe. Et aujourd'hui, vous êtes le candidat désigné du parti dans la circonscription d'Outremont. Oui, c'est bien ça. Je suis accompagné aujourd'hui de Boris Proulx, notre correspondant parlementaire à Ottawa, et moi-même, Brian Miles, directeur du Devoir. Jonathan Pedneau, vous avez pas encore 35 ans, vous allez l'avoir là, très bientôt. Avec un CV comme le vôtre, sans doute que beaucoup de partis vous auraient ouvert les portes. Pourquoi avoir choisi le Parti vert du Canada? Pour moi, ça a toujours été le parti le plus honnête avec les Canadiens. C'est le parti qui, depuis des décennies, sonne l'alarme par rapport au changement climatique, avance des politiques qui, clairement, auraient pu nous aider à faire face à la menace américaine actuelle, que ce soit au niveau d'une économie plus locale, d'avoir véritablement des leviers sur notre bien-être et notre avenir économique. Présentement, on continue à agir et à voir notre économie comme une économie coloniale, ça manque d'ambition, tout ça. On exporte des produits, des matières premières dans d'autres pays pour les faire transformer. Nous, on aimerait avoir un pays, un Canada où on est en contrôle de nos ressources et où on met ces ressources-là au bénéfice de la transition énergétique, de l'électrification et pour moi, le Parti vert, au final, est le parti qui me parle le plus. J'ai fait effectivement 15 ans de ma vie en zone de conflit. Il y a rien de mieux pour faire face à des crises que de se préparer. Je le sais très bien, je l'ai vécu à de nombreuses reprises. Et pour moi, le Canada est mal préparé à faire face aux crises qui s'en viennent, qu'elles soient climatiques ou géopolitiques. Et ça, c'est la résultante directe du manque de vision et de la politique à la petite semaine des grands partis qu'on continue d'envoyer à Ottawa. Le Parti vert, malgré tout son travail de sensibilisation, n'arrive pas à percer au-delà du 2 ou 3% d'appui dans les sondages et ne réussit pas à faire élire une quantité significative de députés. Comment vous expliquez le décalage entre l'importance qu'on accorde à l'environnement et cette stagnation chronique du parti dans les intentions de vote? Je pense que pour beaucoup de Canadiens, présentement, la priorité, c'est d'abord et avant tout la question de leur économie personnelle, puis du système économique dans lequel on opère. On a depuis des décennies des gouvernements qui continuent à mettre plus d'argent à travers des mécanismes fiscaux dans les poches des grandes entreprises et des grands investisseurs. C'est 12 familles au Canada qui en possèdent autant que 90 familles au Canada qui en possèdent autant que 12 millions. On a au Canada besoin de réduire les inégalités et pour nous, au Parti vert, ça se fait, ça va main dans la main avec la défense et la protection de l'environnement. Si je vous ramène à la question, c'est le décalage entre l'importance de la cause et la stagnation du parti. Y a-t-il un problème au parti dans son incapacité de percer? Je pense que pour beaucoup de Canadiens, l'environnement demeure une priorité, mais présentement, les Canadiens font face à des grandes pressions dans leur vie de tous les jours. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à se nourrir, à payer leur logement à la fin du mois. C'est une priorité pour moi, pour le Parti vert et pour bien les Canadiens. Donc, on a eu de la difficulté dans le passé à faire cette adéquation entre nos politiques de justice sociale qui ont toujours été là et que là, on met un peu plus de l'avant. D'ailleurs, ça
ça amène un peu de confusion chez beaucoup de journalistes qui nous demandent pourquoi on parle pas plus d'environnement. Mais pour nous, la question de la justice sociale et la question climatique, ces deux questions-là sont intimement reliées. Elles sont liées à un système d'exploitation, une économie qu'on a présentement qui ne fonctionne pas pour la plupart des Canadiens. C'est un message qu'on amène au cours de cette élection-ci, mais on se fera pas de cachette. On fait face à tous les petits partis présentement font face à de grandes pressions parce que on a le phénomène Trump au sud de la frontière, on a un Pierre Poilievre qu'on cherche tous à éviter au bureau du premier ministre. Ça fait mal aux petits partis. Moi, mon message maintenant, c'est vraiment d'assurer que on ne fasse pas l'erreur d'envoyer un gouvernement majoritaire à Ottawa qui va prendre toutes les décisions pendant 4-5 ans sans qu'il y ait de contre-pouvoir réel au sein du Parlement. Puis on veut s'assurer que parmi ces contre-pouvoirs-là, il y a une voix pour l'environnement, il y a une voix pour la justice sociale. Pas une voie qui va être entachée avec d'autres intérêts, mais qui va se tenir droit dans ses bottes. Monsieur Penneau, on sort de 10 ans d'un gouvernement libéral qui s'est quand même targué d'en faire beaucoup pour la justice sociale. Il y a eu, par exemple, la réforme de l'allocation canadienne pour enfants qui a fait reculer la pauvreté au Canada. La critique a été beaucoup entendu du fait que on a beaucoup trop dépensé même et que ça a augmenté les déficits du Canada. Vous en êtes conscient. Dans votre programme, on propose de réduire même l'impôt, donc d'enlever des revenus à l'État. Je prends en note cette promesse-là d'annuler l'impôt pour la première tranche de moins de 40 000 $. Donc, en ce moment, c'est à peu près les 16 premiers milliers de dollars de revenus qui sont exempts d'impôts. Ça serait 40 000 $ sous un gouvernement, évidemment, vert. Ce que vous proposez, ça va plus loin même que le Parti conservateur du Canada, qui est quand même le parti, qui se vante de baisser les impôts des Canadiens. Comment vous expliquez ça, que vous allez encore plus loin que les conservateurs en termes de baisse d'impôts? Moi, je suis pas dans une course avec les conservateurs sur la baisse d'impôts. On va augmenter les impôts des grandes entreprises. Ça, c'est le point le plus important. On est le seul parti à dire qu'on ne va pas on ne doit pas, le gouvernement fédéral ne doit pas serrer la ceinture présentement. On fait face à de grands défis. Il est important que le gouvernement augmente ses revenus. Nous, ce qu'on propose, c'est que le gouvernement n'aille pas chercher les derniers deniers du monde qui ont de la misère à payer leur fin de loyer, leur loyer puis leur fin de mois présentement. On veut s'assurer que dans un contexte où il y a tellement de Canadiens qui ont de la misère, que ce soit pas le gouvernement qui aille les appauvrir encore plus. C'est 78% de la population canadienne qui gagne moins de 100 000 $. Notre proposition d'augmenter le revenu de base non imposable à 40 000 $ ne s'applique qu'à cette tranche d'individus-là. On parle d'un manque à gagner donc pour le Trésor public d'environ 50-60 milliards de dollars. Et comment ça marche? C'est un manque à gagner qui sera compensé par une hausse de taxes sur les entreprises. Faut se rappeler que depuis les années chrétiens, où on avait des taux d'imposition sur le revenu des entreprises de 28%, ensuite à 21%, ils ont été coupés à 15% sous M. Harper. Ils ont été maintenus à ce niveau-là. Ça, c'est un manque à gagner significatif pour le Trésor fédéral. On nous a dit, libéral comme conservateur, que c'était nécessaire pour assurer des bons emplois bien payés pour les Canadiens. Ce qu'on voit, c'est que les salaires stagnent, les profits augmentent, s'accumulent dans les mains de peu de gens. Il y a de l'argent au Canada, c'est près de 17 000 milliards de dollars, donc 17 billions de dollars qui sont en capitaux au Canada, qui ne sont présentement pas taxés. Une taxe de 0,2% sur les transactions financières amènerait près de 40 milliards de dollars au Trésor fédéral. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. La grande question pour moi, puis j'espère pour bien les Canadiens, c'est pourquoi? Parce qu'avec 40 quelques milliards de dollars, on en construit des maisons, on améliore la qualité de vie de bien les Canadiens, on peut faire plus de transferts aux provinces, on peut faire beaucoup plus pour électrifier, transformer notre économie. On fait face à des défis monumentaux présentement au Canada. La dernière fois que ça a été le cas, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, le gouvernement fédéral a accru ses revenus. Je pense qu'on fait face à une situation qui n'est pas moins grave présentement. Et le gouvernement fédéral se doit de faire le nécessaire pour aider les travailleurs, les familles et prendre soin de l'environnement. Clairement, les temps sont durs pour les entreprises en ce moment avec cette histoire de tarifs
Comme vous le savez, on a un président au sud de la frontière, aux États-Unis, qui arrive avec des droits de douane pour ces importations qui proviennent du Canada. Il y a beaucoup d'entreprises au Canada qui la trouvent pas facile ces temps-ci. Comment vous pouvez leur dire, notre solution, c'est d'augmenter vos charges fiscales, d'augmenter la part d'impôt que vous devez payer? Moi, je suis pas ici pour représenter les entreprises, je suis ici pour représenter les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent, qui depuis longtemps, depuis plusieurs années, ont pas reçu des hausses de salaire suffisantes. On est ici pour représenter les petites entreprises qui travaillent dans leur communauté pour ouvrir des espaces qui servent les besoins de la communauté. Mais quand on parle des grandes entreprises, faut se rappeler, là, on a pris un tas de décisions depuis les années 80 avec cette ultra-libéralisation, avec nos accords de libre-échange qui nous ont rendus ultra dépendants des États-Unis. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. On en a parlé à plusieurs reprises au cours de la campagne. L'économie canadienne demeure une économie fondamentalement coloniale. On s'est bâti comme une colonie du Royaume-Uni. On extrait des ressources d'ici, en faisant travailler du monde, évidemment, pour les shipper au Royaume-Uni, en Angleterre, ailleurs, aux États-Unis et ailleurs. Elles se font transformer là-bas, on y ajoute de la valeur et on nous revend ça plus cher. Et là, depuis les années 80, cette logique-là, elle s'est accélérée. On a shippé, excusez l'anglicisme, on a déplacé des lieux de travail dans d'autres pays. On a appauvri le secteur manufacturier. On s'est rendu très dépendant de celui-là. Moi, quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, je me dis, on a une opportunité extraordinaire au Canada. Dans pas très longtemps, si c'est pas déjà le cas, les Européens, les Asiatiques vont regarder les produits américains et se dire, moi, j'en veux pas. Parce que c'est un pays qui respecte pas les droits de l'homme. C'est un pays qui peut se servir de sa technologie pour nous espionner. C'est un pays qui a pas de respect envers les valeurs démocratiques. Et au Canada, que malgré des impôts plus grands, les entreprises vont vouloir s'installer absolument, quand même au Canada. Parce qu'on a ici un état de droit, parce que ici on a encore du moins de temps et aussi longtemps qu'on s'assure tous de ne pas donner la chaise du premier ministre à M. Poilievre, on a encore la capacité d'investir au Canada en sachant qu'on va bénéficier au Canada d'une stabilité, d'une sécurité, puis d'un régime de droit qui sera pas renversé selon quel pied le président américain se lève, comme c'est le cas présentement. Ben là-dessus, justement, lors de votre grand retour au début de l'année, en janvier, parce que pour faire l'histoire courte, vous êtes lancé pour le Parti vert du Canada en 2022. Vous avez été élu co-chef avec Elisabeth May cette année-là et vous avez occupé ce poste-là de chef adjoint, on peut dire, du parti jusqu'en 2024. Vous avez quitté pour des raisons de santé et vous êtes revenu en janvier. Je me souviens très bien de votre conférence de presse où vous vous êtes dit, très touché, bouleversé par ce qui se passait au sud de la frontière. Et vous avez qualifié Trump, ou en tout cas les politiques de Trump, d'une forme de fascisme. Oui. C'est pour vous, le Trumpisme, c'est du fascisme? Oui. En quel sens? On a ici une admiration de la force brute. On néglige, mais on attaque l'empathie comme étant quelque chose de faible. On est en train de bâtir aux États-Unis un régime, une administration qui se contrefout des lois, se contrefout de la Constitution, qui a des prétentions quasiment monarchiques. On a un État policier qui était déjà existant aux États-Unis. J'ai travaillé avec Human Rights Watch, j'ai fait énormément d'enquêtes sur la brutalité policière aux États-Unis. Il y a une machine étatique qui est très puissante, qui est très capable de contrôler des foules et qui là présentement se trouve dans les mains d'un individu ultra narcissique qui vénère une forme. Je veux dire, c'est un homme qui est allé donner j'ai envie de dire qu'il vénère une forme de suprématie blanche. C'est un homme qui est allé donner on va donner l'asile à des Afrikaners en Afrique du Sud, mais les Lesotho, ça n'existe pas. Alors, si on ne peut pas qualifier ça de fascisme, si on ne peut pas qualifier un homme qui est prêt à faire déporter des gens qui habitent aux États-Unis, qui sont intégrés aux États-Unis, qui contribuent à l'économie américaine d'une manière importante, là, c'est eux qui vont récolter les fruits, les légumes, etc., qui bâtissent les maisons, pour les déporter
au Salvador, dans un État où ils sont emprisonnés avec, après ça, la Homeland Secretary, là, je sais plus c'est quoi en français, qui s'en va faire des selfies devant des gens pratiquement faméliques en prison. Si on peut pas appeler ça du fascisme, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je reviens à la question de Brian. En quoi vous, au Parti vert, vous pouvez faire contrepoids à Donald Trump, concrètement, le président du pays le plus puissant du monde? Il n'y a pas une personne au Canada tout seul qui peut faire contrepoids à Donald Trump. Vous l'avez bien dit, c'est le président de la nation la plus puissante au monde. Et présentement, on fait face sur la scène mondiale à trois superpuissances révisionnistes. La Russie, la Chine, les États-Unis. Trois puissances qui présentement sont en train de confronter l'ordre pour lequel des milliers, des dizaines de milliers de Canadiens sont morts pendant la première et la deuxième guerre mondiale. Un ordre qui a établi la Charte des Nations Unies, qui a établi l'importance du respect de la souveraineté des États. Et ce sont trois superpuissances qui sont en train de confronter ça. La réponse à ce type d'abus et de comportement, ce n'est pas de dire Monsieur Carney ou Monsieur Poilievre sera capable de gérer ça tout seul. Il y a personne, il n'y a pas un État qui peut gérer ça tout seul. Moi, ce que j'attends de voir de la part du gouvernement du Canada, et on va y contribuer autant qu'on peut. On fait partie de l'équipe Canada. On veut absolument préserver la souveraineté de ce pays. C'est d'abord de s'assurer que le Canada réinvestisse dans ses relations à l'étranger. On a besoin d'une alliance démocratique avec d'autres nations démocratiques. Si l'Union européenne, les Scandinaves, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Corée, Japon, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde. Mais en tout respect, l'Inde, il y a des bémols, mais en tout respect, le Parti vert n'est pas le gouvernement en attente. Non. À la veille des élections. Et on n'a pas la prétention de l'être non plus. Mais on a la prétention de s'assurer de garder les gens qu'on enverra à Ottawa, d'une part honnêtes, mais aussi de leur offrir des idées concrètes. Parce que malheureusement, ce qu'on voit, c'est que M. Carney, présentement, il semble prêt à sacrifier bien des choses pour rétablir une supposée bonne relation avec les États-Unis. Je comprends tout ça, mais les probabilités, c'est que le contingent de députés du Parti vert, si vous réussissez à faire élire des candidats à la Chambre des communes, va être relativement limité. Ce sera aux électeurs de le décider. Oui, mais on peut, si le passé est garant de l'avenir, on s'attend à une représentation très faible, pour ne pas dire anémique, du Parti vert. Quel serait le rôle que vous allez jouer à ce moment-là sur l'échiquier politique canadien? Comment un tiers parti marginal dans les intentions de vote, marginal dans la représentation politique, peut tirer son épingle du jeu et sur quels enjeux vous allez insister? Quand vous descendez ici dans la rue, vous allez croiser certainement une SQDC quelque part sur Sainte-Catherine, et cette SQDC-là est le résultat direct du plaidoyer que le Parti vert a fait. On a été le premier parti à appeler à la légalisation de la marijuana. C'est un exemple je pense que le Bloc Pot vous a précédé là-dessus. Je suis pas certain de ça, mais on pourra comparer nos notes. Ouais. Avec l'âge que j'ai le souvenir d'avoir couvert les campagnes du Bloc Pot. En tous les cas, le Parti vert n'était pas encore sur la map monde de la marijuana dans ce temps-là. Ouais, le Parti vert, en tous les cas, a été le premier à en parler au Parlement. Le Parti vert aura été aussi le premier à parler du mariage entre conjoints de même sexe. Le Parti vert, depuis des années, a été le premier à parler de changement climatique. Maintenant, les autres grands partis se l'accaparent comme étant les meilleurs sur le plan climatique. On en doute toujours, d'ailleurs. Puis Mark Carney nous a bien fait comprendre qu'il n'est pas un vert hier en disant vouloir offrir ces corridors énergétiques puis avoir une superpuissance canadienne en énergie conventionnelle. Et vous apportez quoi? D'abord, on apporte des idées. Dans le prochain cycle politique? D'abord, on apporte des idées. La politique, avant tout, c'est à propos d'idées. Tout parti politique qui ne fait que naviguer les eaux au gré des sondages, c'est pas du leadership, c'est du management à la petite semaine. Je pense qu'on a besoin au Canada d'avoir de la vision. On est un grand pays qui est capable de grandes choses. On le démontre à chaque moment que le Canada continue d'exister. C'est un petit miracle sur la scène internationale, ce pays qu'on a. Il est loin d'être parfait, mais avec cette diversité qu'on a ici, puis
cette paix sociale qu'on a parvenu à garder. Il y a eu des hauts et des bas, on s'entend, mais si on compare, là, le Canada est extraordinaire. C'est quelque chose à préserver, puis ça se fait avec des idées et ça se fait avec une vision. Et tous les partis ont leur place. Pour moi, la réponse là, à ce qui se passe au sud de la frontière présentement, où on a cette concentration du pouvoir dans les mains de quelques individus mal intentionnés, la réponse canadienne à ça, c'est d'avoir plus de démocratie ici au Canada, d'avoir plus de compromis. Moi, j'ai vécu 7 ans en Norvège, un pays où on a constamment, depuis les années 90, des gouvernements de coalition qui fonctionnent très bien, qui sont très stables et qui sont éminemment bénéfiques pour la population norvégienne. Un pays où les Norvégiens ont une grande confiance envers leurs institutions et vice-versa. Moi, c'est ce que j'aimerais voir éventuellement au Canada. Et le Parti vert a absolument sa place dans ce scénario, mais dans ce landscape. Mon Dieu, les mots m'échappent dans cette horizon, ce paysage. Dans ce paysage, merci. Mais M. Penneau, de la perspective d'un électeur, ouais. Vous avez parlé de M. Carney, vous trouvez que c'est pas authentique son engagement pour l'environnement. Un électeur qui veut s'opposer au Parti libéral du Canada, par exemple, il a des options électorales. Quelqu'un qui voudrait s'opposer aux pipelines pourrait voter pour le Bloc québécois, par exemple, un parti qui s'oppose aux pipelines. Un électeur qui aurait des valeurs plus progressistes pourrait voter, par exemple, pour le NPD qui offre ça. Pourquoi le Parti vert? Quant au Bloc, on a M. Blanchet, je trouve, a été très faible dans sa réponse face à la question américaine, en mode on devrait pas, faut s'en rappeler, M. Blanchet, il y a quelques semaines, là, était en mode on n'ira pas négocier avec les Américains en cognant du poing sur la table puis en menaçant les Américains, il n'y a aucune chance qu'on gagne là-dedans. Moi, je pense pas que c'est l'approche à suivre avec les Américains. Vous avez dit ça à ce micro, notamment. Pardon? Il nous avait dit ça à ce micro ici. Ah, c'est vrai? Mais c'est peut-être ça que j'ai fait. Il faisait le constat de la force politique relative du Québec et même du Canada face aux géants américains. Mais c'est certain que quand on a un parti isolationniste comme le Bloc, isolationniste, c'est peut-être pas le bon mot, mais un parti qui cherche à avoir indépendantiste, qui cherche à séparer plutôt qu'à réunir. Nous, notre objectif, puis les Verts, ça a toujours été le cas, on souhaite avoir des alliances démocratiques plus fortes. Je l'ai dit plus tôt, je le redis encore, la solution canadienne face à la menace Trump, ce n'est pas de prétendre qu'on peut y faire face tout seul, c'est d'aller chercher ces alliances plus fortes, économiques, sécuritaires, et culturelles, diplomatiques, avec les autres démocraties. Toutes les démocraties à travers le monde, présentement, et elles sont en situation minoritaire, font face à des pressions immenses, internes comme externes, pour nous ramener ou nous amener vers un scénario qui est loin d'être très loin d'être rose. Alors, on a intérêt à se tenir les coudes coude à coude. Le Québec tout seul, dans la situation présente, effectivement, aura de la difficulté, et la solution de quelqu'un comme Monsieur Blanchet, ce serait de dire, mais faut qu'on puisse continuer à exporter l'électricité québécoise, par exemple, vers l'État de New York, le Maine, etc. Nous, notre solution depuis très longtemps, ce qu'on propose, c'est d'avoir un corridor énergétique d'est en ouest avec des lignes d'électricité. On a des ressources naturelles renouvelables ici. Il y a d'autres endroits à travers le Canada qui n'ont pas cette capacité. On a la technologie, le savoir-faire des lignes de transmission de longue distance au Canada. C'est très bon ça peut être très bon pour le Québec, mais il faut qu'on arrête cette idée que là, soudainement, demain matin, les Américains vont redevenir nos amis. S'ils le font, à quel coût? À quel coût pour le Québec? À quel coût pour le Canada? Moi, je n'y crois pas à ce scénario-là. Vous êtes co-chef d'un parti fédéral. Est-ce que vous êtes fédéraliste? On peut dire ça? Acceptez-vous l'étiquette? Je suis fédéraliste. S'il y avait un référendum sur la souveraineté du Québec, par exemple, vous militeriez dans le camp du non? Je crois que un Québec indépendant est non seulement absolument vivable, mais que c'est une option qui est absolument légitime. Mais pas souhaitable pour vous. Je l'ai pas toujours pensé. J'ai été beaucoup plus fédéraliste que je ne suis présentement. Ah oui? Oui, j'étais même trudeauiste à la manière père, là, mais c'était dans ma très jeune jeunesse. Mes vues ont évolué là-dessus, mais non, pour moi, le Québec, d'abord, est une nation qui a tous les outils nécessaires pour réussir comme État indépendant. C'est même pas ça la question. Mais dans le contexte présent,
Puis pour un gars comme moi qui s'est promené un peu partout à travers le monde, puis qui a vu les inégalités, je crois qu'on a avantage face à la crise climatique à avoir des actions aussi coordonnées que possible, à avoir plus d'unité entre les peuples. Et le Canada, malgré ses défauts, est un pays qui continue à fonctionner, pas parfaitement, mais c'est un exemple pour bien d'autres pays de ce que ça ressemble, ce à quoi ressemble la collaboration. Moi, j'ai passé du temps au Cameroun, au tout début de l'insurrection anglophone contre les francophones dans un État unitaire là-bas. Les anglophones camerounais un peu demandent leur indépendance, demandent une fédération. Il y a bien des gens qui regardent vers le Canada comme un exemple où il est possible d'avoir, malgré une diversité de peuples fondateurs, et par là j'entends aussi les peuples autochtones, un pays qui est fonctionnel. La Fédération canadienne, elle n'est pas parfaite, elle doit être révisée. Pour moi, il y a bien des choses en 1867 qui n'étaient pas envisageables aujourd'hui. Les changements climatiques en font partie. La Constitution, à mes yeux, se doit d'être ouverte. C'est un débat malheureusement que bien peu de gens sont prêts à avoir ou à entendre. Justin Trudeau lui-même avait dit pas question de. Ouais, mais je trouve que c'est, mais bon, lui il porte les traumas de son père, peut-être, je sais pas, mais c'est pas mon cas. Je pense que c'est pas le cas de bien des jeunes Canadiens aussi. Je pense que là on se rend compte, puis on le voit aussi avec la question justement de l'Alberta, puis la question des sables bitumineux, qu'il y a des on est dû pour se rasseoir ensemble et avec les peuples autochtones et avec les municipalités. Mon Dieu, les municipalités là qui sont aux lignes de front de la politique de tous les jours et qui ont si peu de moyens, si peu de ressources, qui doivent toujours aller quémander aux provinces pour avoir une dernière pièce pour moi, dans un contexte où la grande majorité des Canadiens habitent dans des grandes villes comme Montréal ou Toronto ou Vancouver, les municipalités doivent aussi avoir plus de pouvoir. La Constitution, présentement, ne reconnaît pas ça de cette manière-là. Donc, on a des ajustements à faire. Et je pense que ce serait une discussion qui serait saine pour notre pays à avoir. Est-ce que vous pensez que le gouvernement fédéral devrait avoir plus de pouvoir par rapport aux compétences provinciales? Pas nécessairement, mais c'est pas à moi et ce sera pas à moi de choisir la forme ultime d'une constitution canadienne. J'ai mes vues par rapport à ça, mais la logique du Parti vert est la logique en démocratie. Actuelle, là, je regarde votre programme, puis il y a des exemples de propositions carrément dans le milieu de la santé et de l'éducation. Là. Créer un apprentissage, une garde d'enfants universelle et abordable pour toutes les familles, rendre l'enseignement supérieur gratuit. Vous êtes dans les champs de compétences des provinces. Sur la question, oui, absolument, on s'y retrouve. Sur la question, puis évidemment, pour moi, mais on appelle Québec, ça d'abord un fédéraliste centralisateur, qui vous fait ressembler beaucoup à Mark Carney et au NPD. Ouais. Moi, je pense que les provinces, le fédéral et les municipalités doivent s'asseoir ensemble. On a besoin d'avoir une meilleure coordination sur le plan de l'ensemble du pays. Je continue à croire que les niveaux de soins de santé, ils doivent être similaires d'un océan à l'autre, que les droits auxquels les Canadiens peuvent s'attendre doivent être égaux d'un océan à l'autre. Et je pense que le Québec a été à l'avant-garde sur bien des plans parce qu'ils avaient la maîtrise de leur champ de compétences et ils ont agi au-delà de ce que le fédéral voulait bien les laisser faire. Et le Québec va continuer à le faire. Ouais. Ouais. Mais on entend un message d'un fédéralisme plus centralisateur que décentralisateur, faut être honnête là. On n'est pas dans la logique conservatrice un peu fausse de dire qu'on est des fédéralistes décentralisateurs. On a un pays qui, encore une fois, est imparfait. Il y a des grandes discussions à avoir, notamment sur l'immigration, qui doivent être faites avec les provinces. Ça fait d'ailleurs quelques semaines que je le répète. Sur la question de l'immigration, par exemple, on a besoin de fédéral qui est allé de l'avant en ayant des consultants de McKinsey et compagnie, déterminer des cibles sans s'asseoir avec les provinces, sans s'asseoir avec les municipalités. Moi, j'ai presque envie de vous dire au contraire, on veut que les municipalités aient plus de pouvoir, on aimerait bien que les provinces s'assurent. Sur la question de la santé, là, par contre, je veux dire une chose, le Québec est le champion de la privatisation des soins de santé présentement. Et ça, c'est le résultat de certains gouvernements provinciaux qui, encore une fois, c'est pas au fédéral de dire comment ça doit être géré, mais
La loi canadienne sur la santé, elle s'applique à tout le monde au Canada et elle doit être respectée. Puis la priorité doit aller vers les soins de santé publics. Mais on entend d'autres choses. Là. On entend, on veut respecter les communautés autochtones dans leurs aspirations, on veut même respecter les municipalités dans leur champ de compétences, mais en même temps, le fédéral, qui à ma connaissance ne gère aucune école au Canada et aucun hôpital, lui, le fédéral devrait décider ce qui est bon pour les soins de santé et pour l'éducation. Non, la loi fédérale canadienne sur la santé, elle établit la primauté puis la nécessité d'avoir des soins de santé pour tous les Canadiens accessibles. Il y a plusieurs provinces présentement au Canada qui ne respectent pas ça et qui investissent dans d'autres. Bon, il y a des problèmes très clairs sur le plan de la privatisation et au Québec, on est les champions de ça. Vous êtes conscient que le Québec aussi est un des endroits dans la Confédération où on investit le plus en santé. Le budget de la santé au Québec, là, c'est colossal maintenant. Oui, mais encore une fois, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui s'en va vers le privé. C'est pas encore une fois, je suis pas ici pour dire à Québec comment gérer cet argent-là, mais c'est ce qu'on entend pareil. Mais c'est correct. On n'a pas chose certaine, c'est un gouvernement fédéral qui serait formé le 28 avril prochain et qui passerait des lois dans le sens de une plus grande centralisation en santé, en éducation. Le Parti vert serait derrière lui, en tout cas. Non, pas nécessairement. Encore une fois, pour nous, c'est primordial d'aller consulter avec les provinces puis d'écouter ce que les provinces ont à dire là-dessus. Je peux pas parler au nom du Québec. J'aurais pas ce sentiment de présomption, mais je peux vous dire que le Québec voudra le respect absolu de ses compétences et une décentralisation extrême. On le sait déjà. Non. Mais votre discours ne rend pas justice à ces aspirations-là. De quelle manière? En permettant fédéralisme centralisateur. Non, ça vous mettez des mots dans ma bouche, mais en permettant au Québec, un gouvernement québécois, par exemple, de privatiser l'ensemble. En donnant un droit de regard ou une influence dans les débats sur la santé et l'éducation. En voulant amener à la table je pense que les municipalités autant que les provinces dans un discours sur la répartition des pouvoirs. Ouais. C'est dur de voir là un message qui est de nature à rassurer les Québécois qui défendent leur autonomie. Je pense que les Québécois veulent des soins de santé qui fonctionnent, veulent des écoles qui fonctionnent, veulent des villes qui sont mieux équipées à faire face à leurs besoins. C'est pas le cas présentement. Évidemment qu'on va faire ce qu'on peut pour les aider. Ce serait pas plus simple que le fédéral compense les provinces pour qu'ils puissent administrer pleinement les programmes dont ils sont les meilleurs. Ce qui est fait présentement. C'est ce qu'on voit partout. Mais bon. On termine en environnement. Vous êtes opposé aux pipelines, bien sûr. On continue à le faire. Même si on attend beaucoup ça en ce moment comme réponse au gouvernement américain, évidemment, aux droits de douane. Comme quoi le Canada mériterait ou devrait avoir une certaine indépendance énergétique pour qu'on puisse cesser de consommer du pétrole importé, par exemple ici au Québec. D'ailleurs, dans vos promesses, mettre un plafond sur la production pétrolière aussi, pas nécessairement un plafond sur les émissions, mais un plafond même sur la production, faire payer les compagnies pour leur empreinte écologique. Est-ce que vous pensez que vos objectifs environnementaux sont compatibles avec le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui? Est-ce que c'est carrément de réformer le capitalisme que vous proposez avec ça? C'est de réformer une société qui s'est construite autour des énergies fossiles, oui. Parce que je sache, les Soviets ils utilisaient aussi du pétrole. Donc c'est pas un phénomène purement capitaliste. On a eu des grandes transitions technologiques au courant des 250 dernières années. L'une d'entre elles, ça a été la découverte et l'utilisation des énergies fossiles pour faire croître l'économie, pour en arriver à se transporter de A à Z. On a une autre révolution qui est en cours, mais qui n'est certainement pas finie présentement et qui fait face à beaucoup de contre-courants, qui est celle de l'électrification. Et nous, on est à 100%, évidemment, en appui à cette électrification-là. Pas juste parce que c'est la bonne chose à faire d'un point de vue économique, parce que c'est aussi bon pour les Québécois puis avec le territoire qu'on a
on a énormément de ressources renouvelables. C'est bien moins cher d'utiliser ça. C'est bien plus faisable d'avoir de la production électrique à proximité aussi. Que de faire importer sur des centaines, des dizaines de milliers de kilomètres. Mais comment on fait ça concrètement? Du pétrole. En investissant, en arrêtant de se raconter des sornettes aussi comme quoi l'énergie fossile serait l'énergie du futur pour le Canada. C'est pas le cas. Non, on s'entend. Il y a personne qui dit ça non plus. Monsieur Carney le dit quand il dit qu'il veut qu'on soit une superpuissance énergétique des énergies conventionnelles. Monsieur Poilievre le dit aussi quand il dit qu'on va construire un pipeline pour amener du pétrole albertain ici au Québec ou du gaz naturel. Ça prend des années à construire. On le voit dans le cas de TMX. Ça coûte des dizaines de milliards de dollars de notre argent qui, en plus, tu sais, encore une fois, je ramène mon exemple norvégien. Là, j'ai vécu là-bas quand même pendant 7 ans. Si on avait eu la clarté d'esprit soudainement d'avoir, comme les Québécois l'ont fait d'ailleurs, une nationalisation de nos ressources pétrolières et gazières, ce qui n'a pas été le cas. Puis encore une fois, vous avez raison, c'est provincial. Je vous entends m'amener ça de l'avant. Ça n'a pas été le cas. Là, 70% du secteur pétrolier canadien, entre guillemets, est possédé par des investisseurs étrangers. Alors, quand on finance avec d'argent public ces pièces d'infrastructure-là qui sont coûteuses, qui sont également risquées parce que des fuites, on en a vu, et elles peuvent avoir un impact très clair sur l'eau et sur la terre qui traverse. C'est des grands risques, c'est beaucoup d'argent qu'on met au profit d'abord et avant tout d'investisseurs étrangers. Pour moi, c'est un clair non. L'énergie puis la transition du futur, elle se fait en accord avec ce que la science nous dit par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, par rapport à la réalité très claire, très concrète des changements climatiques dont on parle pas beaucoup dans cette campagne, mais il y a pas plus loin que 2 étés, on se promenait dans Montréal en s'étouffant. On a Jasper qui a failli passer au feu. On a des communautés, la Belle-sur-Quévillon et d'autres au Québec qui ont dû être évacuées. On a des ouragans qui viennent frapper les îles de la Madeleine, sans parler de l'érosion des côtes. C'est des défis immenses. Le constat est alarmant. Le constat, il est très alarmant. Les moyens, il va falloir qu'on se les donne puis qu'on arrête de se mettre la tête dans le sable. À un moment donné, il faut agir. Ça fait des décennies qu'on le dit. On a des gouvernements libéraux qui arrivent et qui disent oui, on va être bon. On embauche des gens comme Monsieur Guilbeault qui donnent une supposée crédibilité à des actions qui très franchement ne nous amènent pas plus près du but. Le but, c'est d'avoir un Canada qui est décarbonisé. Un cap sur la production aussi, parce que du pétrole canadien. Ça, c'est du vrai pétrole. Du pétrole canadien qui est consommé en Chine ou en Inde ou aux États-Unis, les émissions, elles voyagent. C'est pas les changements climatiques, ça voyage. C'est pas comme si ça s'arrête aux frontières. Je pense que tout le monde le sait, mais il semble que l'industrie puis les porte-paroles de cette industrie-là, qu'ils soient conservateurs ou libéraux, parfois essaient de nous vendre un peu ces salades comme quoi on a un tellement beau pétrole démocratique, etc. Qu'on serait bien en construisant des pipelines. C'est de la folie. C'est des dizaines de milliards de dollars qu'on pourrait investir dans l'électrification ou dans la création de logements sociaux. Moi, je ne vois pas en quoi ça bénéficie aux Canadiens. Jonathan Penneau, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci bien. C'est un plaisir. Merci, au plaisir. Bonne fin de campagne. Merci.